Merci Liberati, bonjour et Bonjour. bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Eva, un très beau roman soutenu par une langue magnifique et paru aux éditions Stock. Alors il s'agit d'un portrait flamboyant d'Eva Ionesco. Eva Ionesco qui fut connue très jeune, à son corps défendant à cause des clichés érotiques et même pornographiques que sa mère a fait d'elle entre ses 4 et ses 12 ans dans les années 70. Eva que vous aviez croisée quelques années plus tard alors que vous étiez adolescent au cœur de la vie nocturne parisienne. Puis Eva qui a été l'une des sources d'inspiration de votre premier roman, Anthologie des apparitions. Et surtout Eva qui est aujourd'hui devenue votre femme. Et ce livre est avant tout un manifeste amoureux. Alors avant tout, comment est-il né ce livre et qu'est-ce qui a nécessité pour vous son écriture ? Il est né très vite quand j'ai revu Eva. Il est né pratiquement dès le moment où, même avant finalement qu'on se mette en couple, parce que j'ai réalisé, en fait on n'a pas flirté, mais enfin on s'est rencontrés, on s'est revus au mois de janvier 2013 je crois à Paris, et par hasard, par une amie qui nous avait mis en relation, parce qu'on devait participer tous les deux à un portrait filmé qui se passait d'elle, de cette femme, et Marie Beltrami, et donc je suis retombé sur Eva, et puis je me suis rendu compte, Eva voulait que je travaille avec elle sur un scénario, sur lequel d'ailleurs nous avons travaillé, et que nous avons même fini depuis, J'ai une jeunesse dorée, sur sa jeunesse au Palace, et je me suis rendu compte qu'on s'était croisés, j'avais oublié cette affaire, qu'on s'était croisés bien des années plus tôt, et puis je me suis aussi rappelé à ce moment-là, qu'Eva avait été... J'avais oublié, vous savez, on oublie des choses, c'est curieux. Quand on écrit un livre, on oublie le livre, on oublie, pas le livre forcément, mais enfin on oublie en tout cas ce qu'il a mis en jeu. Et donc ce premier roman, Anthologie des apparitions, je pensais ne plus revenir sur cette période. Et donc j'avais occulté, comme on dit en termes un peu précieux, la présence d'Eva dedans. Et tout à coup, j'ai eu conscience qu'il y avait en effet Eva qui avait été inspiratrice, qu'il y avait Eva qui revenait me voir, qu'Eva revenait me voir avec un scénario sur lequel il y avait la photo d'une déesse, que cette déesse tout à coup m'est revenue qu'on s'était croisés, qu'on s'était adressé la parole violemment dans cette voiture en 79 ou en début 80. Et donc du coup, je me suis dit, mais cette femme qui vient vers moi est un personnage de mes livres. En partie, elle a inspiré Marina dans Anthologie, et puis elle est là pour quelque chose. Je crois au hasard objectif, je crois au destin, et donc voilà. Et puis tout à coup, j'ai été voir les photos d'Eva, pas les photos d'Irina, parce que c'était pas ça du tout. Quand j'ai rencontré Eva, je savais même pas qu'elle avait fait ces photos. Et c'était une personnalité tout à fait forte et tout à fait qui avait expurgé ça déjà à 13 ans. Hein. Elle n'était pas du tout dans le culte des photos. Personne ne parlait de ses photos dans le milieu où elle était. Et sa mère faisait chier tout le monde, mais enfin elle n'était pas, pardon de l'expression, mais enfin les photos n'étaient pas là en avant. Et donc je vais voir et je tombe sur une autre photo qui était une photo en fait de soirée. Et je me rends compte que cette photo que je trouve sur internet a été à l'origine de mon personnage de Marina, avec une autre photo d'une petite Allemande dans le cahier des photos de moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée. Et donc, voilà, c'est l'évidence d'écrire sur Eva me vient immédiatement, parce que je me dis, attendez, elle est un personnage de la vie, un personnage de... Elle vient vers moi, elle veut quelque chose, elle a adoré Anthologie, elle me dit, j'étais amoureuse du livre, elle ne me l'a pas dit, mais j'ai compris. Qu'elle ne connaissait pas, qu'elle avait lu 10 ans après, elle avait acheté d'occasion sur Amazon quelques semaines avant que je la rencontre. Et donc je me dis, c'est quand même très étonnant cette histoire, et voilà. Et puis l'amour venant, l'envie d'écrire est venue sur elle, évidemment, parce que je n'allais pas me mettre à continuer à faire les trucs que j'étais en train de faire à ce moment-là, les livres que j'avais commencé. Donc j'ai tout arrêté. Puis ça a été difficile, parce qu'elle ne voulait pas que j'écrive sur elle, et puis finalement, voilà, on a réussi à écrire en tout cas mon livre. Alors à travers ce livre, c'est un portrait magnifique et par petites touches d'Eva que vous nous proposez. Alors ce portrait, il se nourrit bien sûr de votre quotidien, mais aussi du passé d'Eva, et vous revisitez certaines scènes de sa vie. Pour le faire revivre ce passé, vous avez mené une sorte d'enquête. Alors comment s'est-elle organisée? Qui en ont été les témoins?
Bah, l'enquête, elle a été organisée parce que tout simplement, Eva était en train de préparer ce scénario sur le Palace, et donc elle avait recueilli toutes sortes de témoignages de sa bande de l'époque, qui était la bande de gens qui l'avaient protégée, en fait, qui l'avaient pris en charge quand elle avait 11 ans et qu'elle s'était échappée de la DAS et de chez sa mère, enfin de chez sa mère avant de repartir à la DAS, etc. Et donc, il y avait des interviews, il y avait des documents. Moi, j'avais assisté à un dîner au moment où la première fois que j'ai vraiment revu Eva, c'était un dîner pour Pierre et Gilles, les photographes, et qui avaient fait un dîner parce qu'ils ont fait un album de leurs photomatons. Ils ont une collection de photomatons dans lequel je suis. Et ils ont retrouvé ma photo, ainsi que celle d'Eva, évidemment, puisque Eva était une de leurs amies, donc il y a beaucoup de photos d'Eva. Donc on s'est croisés dans ce dîner. Et puis Eva avait une boîte dans laquelle il y avait les autres photomatons de la même époque. Vous savez, ces boîtes que gardent les enfants à travers tout, enfin les enfants, les adolescents, à travers tous les déménagements, à travers toutes les maisons de repos, les maisons de force, les hôtels. Elle a toujours gardé cette boîte de gâteaux que lui avait donnée son père, qui est décédé, et donc qui était déjà décédé à l'époque. Et donc elle a gardé cette boîte de gâteaux. Et dans cette boîte de gâteaux bretons, qui s'appelait Galette de Plébène, qui est une marque assez connue, je crois, de gâteaux, donc qui représente deux bigoudins en train de jouer du biniou, je crois, devant une église, si ma mémoire est bonne, boîte en fer blanc. Il y avait des photos et des documents et des lettres. Et comme j'avais envie je suis un historien raté, donc je rencontre Eva et je me demande comment je vais axer mon livre. J'ai pas envie de faire une bio. Donc je me dis, je vais m'intéresser, comme j'ai fait pour Jane Mansfield, à une époque. J'ai écrit un livre sur Jane Mansfield et sur la mort de Jane Mansfield, et je vais m'intéresser à un épisode, on va dire, biographique important. Et qu'est-ce que je détermine comme épisode biographique important? Le moment où Eva coupe sa magnifique chevelure qu'elle portait sur les photos d'Irina et qui a interdit finalement à Irina de continuer à la photographier, ce qui est d'ailleurs dans le film d'Eva, où le personnage à la fin, qui joue son rôle, n'a plus de cheveux, n'a les cheveux courts. Donc je me dis, quand s'est-elle fait couper les cheveux? Parce que je m'intéresse au moment précis où les photos se sont arrêtées, où le rapport s'est durci, s'est tendu, et où Eva est partie vivre sa vie. Et parce que je trouve que dans le film, c'est présenté d'une manière comme Eva a voulu le présenter, mais c'est pas exactement. En tout cas, moi, j'ai eu le sentiment que c'était peut-être passé c'était un peu plus complexe, que le cinéma peut pas rendre compte non plus. Le cinéma, c'est un art simple. Enfin, c'est des images, voilà, des images, et donc elle a pas pu. Puis aussi, il faut que ça soit produit, donc il faut pas que ce soit trop scandaleux. Donc tout ça a fait que le film est superbe, mais qu'il ne rend pas forcément compte de certaines finasseries, de leur dégradation de leur rapport. Et donc je m'intéresse à ça, et je me dis, tiens, je vais m'intéresser à ses cheveux. Et donc je cherche, et donc je tombe sur des lettres au journaliste Alain Pacadis, qui était un copain à elle à l'époque, journaliste de Libération, connu pour ses divagations et puis sa mort un peu prématurée. Et donc je retombe des cartes postales qui représentent d'ailleurs le World Trade Center, et sur lequel il y a écrit qu'elle s'est coupé les cheveux, ou je ne sais plus ce qu'il y a. Enfin bon, il y a des trucs qui me font penser que voilà, c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Et donc voilà, je me suis intéressé à ce voyage à New York, et puis j'ai fini par avoir la réponse d'ailleurs à mes questions qui n'est pas dans le livre qu'on vient de me donner là. Parce qu'en fait, un personnage de mon livre qui s'appelle Edwige, qui est au début et à la fin du livre, qui était la reine des punks, mais qui n'était pas la reine des punks, qui était juste un des personnages de la bande, est morte. Là, elle vient de mourir à Miami. Et donc, j'ai vu des amis, parce que je prépare un texte sur elle, et j'ai vu des amis de l'époque, et notamment une femme qui m'a enfin montré, qui s'appelle Marie-Paul, qui était celle qui a fait les costumes de Madonna au début, dans la première époque de Madonna avec les crucifix, etc., et qui m'a montré, qui était une amie d'Edwige, et qui m'a montré la photo d'Eva qui habitait chez elle quand elle avait 11 ans et demi, à New York, le jour où elle s'est coupé les cheveux, et c'était bien le jour de la mort de Sid Vicious, c'est-à-dire en, je dirais, janvier ou février, je ne me rappelle plus, 79. Donc voilà, c'est sur ce genre de base que, bon, c'est une partie du livre, hein, c'est juste, voilà, c'est la partie un peu, on va dire, historique, si on peut dire. Parce que dans ce livre, il ne s'agit pas uniquement d'Eva à travers son portrait, c'est aussi toute une époque que vous revisitez, et ce aussi à travers vos propres souvenirs. Alors comment cet autoportrait en creux s'est-il imposé au moment de l'écriture? J'avais écrit un livre qui s'appelait 113 études de littérature romantique, qui était un livre à la fois de critique littéraire et d'autobiographie et d'autoportrait, et qui avait eu un succès critique et pas de succès de vente, mais ce n'était pas ça qu'il cherchait, un beau succès critique, et qui était un gros livre de 600 pages,
Et c'était mon dernier livre, en fait, juste avant que je rencontre Eva. Et j'avais déjà, pour la première fois, commencé à parler à la première personne, à raconter des anecdotes sur les travestis, sur des gens qui ont fait partie de ma vie à certains moments. Et donc, j'avais déjà entamé cette espèce d'auto... J'avais fait un journal intime aussi que j'avais vendu à un éditeur, un journal intime sur 3 mois, juste avant de rencontrer Eva. Donc, j'étais déjà dans une littérature qui commençait à devenir une littérature autobiographique. Et donc, le fait que... Et c'est Eva qui m'a dit, mais si tu écris sur moi, écris sur toi aussi, puisque finalement, on a des destins qui s'entremêlent à certains endroits dans notre vie. On a connu tous les deux Henri-Pierre de Mandiargue, on a connu, enfin, on a des points communs, des origines avec le rapport avec le surréalisme, par sa mère, moi par mon père. Donc tout ça, le père militaire, comme l'était mon oncle, enfin dans les mêmes organisations. Donc on s'est dit, et puis j'ai eu envie de parler de moi et de parler de l'amoureux, puisque je voulais faire une sorte de fragment de discours amoureux pour reprendre un... Et donc voilà, donc du coup ça s'est imposé. Puis vous savez, moi je fais ce que je peux. Je ne réfléchis pas avant d'écrire, donc j'ai fait le portrait dans le livre, parce que je trouvais que ça lui donnait du remuant, que ça donnait que ça incarnait davantage l'écriture. Donc ça s'est fait de soi, voilà, c'était ma tournure d'esprit à ce moment-là. Puis dans ce livre, vous revenez aussi sur les années 70-80, époque de libération des mœurs, où la société était extrêmement permissive, où les limites morales n'étaient pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. Selon vous, est-ce que c'est ce contexte précis qui a rendu possible la réalisation et la diffusion des photos d'Eva? Non, ça, je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'aujourd'hui, les photos d'Eva, elles sont beaucoup plus... On les voit davantage qu'on les voyait à l'époque, puisqu'elles sont sur Internet et qu'il n'y a qu'à taper son nom pour les voir apparaître partout. Donc je maintiens que la société d'aujourd'hui est bien plus immorale qu'elle ne l'était il y a les années 70, simplement. Il se trouve qu'aujourd'hui, en effet, voilà, il est de bon ton de dire de fustiger les gens Mais en même temps, les photos sont visibles. Donc si on monte les photos, si on fustige d'un côté et qu'on monte de l'autre, ça veut dire qu'on fait quoi? Donc c'est très louche, ça, cette histoire de... On a voulu, en effet... moi, j'ai peut-être prêté aussi à la confusion là-dedans, puisque j'ai en effet désigné un certain nombre de gens qui étaient en effet des robes grillées, d'ailleurs, dont j'ai appris après qu'il avait écrit des textes pour défendre la pédophilie esthétique, on va dire, jusqu'à sa mort. Hein. Donc bon, en tout cas, il a assumé ses choix, qui étaient d'ailleurs peut-être pas forcément ses choix principaux, mais enfin, en tout cas, il a défendu, on va dire, un certain... Bon, bah, c'est son choix. Eva était victime d'une époque, mais je crois qu'elle est toujours victime aujourd'hui. Elle n'est pas victime dans sa vie, heureusement. C'est pas une victime, elle n'est pas elle se victimise pas. Mais bon, ses photos sont partout. Il n'y a qu'à taper. Et les gens qui les exploitent, comme Google, comme Microsoft, n'ont absolument aucun scrupule à le faire et disent que c'est l'intérêt général. Alors d'un côté, ils vont on va lire des choses sur des choses moralisatrices, et puis en même temps on va voir les photos, donc c'est une plaisanterie, c'est une hypocrisie, c'est faux tout ça, l'exploitation n'a jamais été aussi grande. Et d'ailleurs les enfants, les films porno avec des gosses, il y en a partout sur internet, enfin je ne crois pas du tout de dire que la société soit grande, je crois qu'elle était, il y avait un discours qui était fourni par l'intelligentsia, qui pouvait en effet, mais qui a servi en fait de point de départ à ce qui s'est passé après, mais c'était pas les gens qu'à la limite, je dirais que les gens de l'époque, ils étaient peut-être plus naïfs que ceux d'aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il y avait même les libraires, les gens qui vendaient des trucs Zarbi, ils faisaient de la contre-culture au fond pour eux, c'était un truc un peu. Tandis que là, maintenant, je pense je pense pas que Google fasse de la contre-culture, quoi. Je pense qu'ils font de la. Alors, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Enfin bon, voilà. C'est leur choix. Puis ce qui est très intéressant, c'est qu'Eva appartient à la mémoire collective. Et il y a en réalité 2 Eva dans votre livre. Il y a celle que vous côtoyez au jour le jour, et puis il y a le personnage d'Eva, dont la légende semble appartenir à tout le monde, et qui est indéniablement source d'inspiration. Alors est-ce que la question qui est au centre de ce livre, c'est aussi celle de la capacité inspiratrice d'Eva? Oui, absolument. Alors ça, je dirais que c'est peut-être le vrai sujet du livre. C'est le caractère... magnétique, je ne sais pas employer quel mot employer. Il y a des personnalités, Nabokov en parle dans Lolita,
qui sont des personnalités, lui il appelle ça nymphiques, ou je ne sais pas quoi. Je crois que c'est pas faux. Je crois qu'en effet, Eva, quand elle avait très jeune, avait déjà quelque chose en elle, l'aspirateur, pardon, et l'aspiratoire, c'est pas très beau. Et donc, et voilà, et ça c'est évident, et c'est la même personne aujourd'hui, là toujours, c'est quelqu'un qui vit dans un monde à la fois esthétique, magique. Elle marche pas sur la même terre que beaucoup de gens. Hein. C'est quelqu'un de vraiment très à part dans ça. Et d'ailleurs, tout son être est imprégné à la fois des croyances d'Europe centrale que sa grand-mère son arrière-grand-mère, parce que c'est son arrière-grand-mère qui l'a élevée, lui a inculqué dans cette chambre où elle vivait, et puis des croyances magiques du satanisme de sa mère qui a été mêlé à des trucs sataniques, on peut dire le mot. Puis à ses propres goûts qui vont vers l'Europe centrale, qui vont vers... Donc ça, c'est sûr qu'elle a en elle toutes sortes de brouillards, on va dire, comme ça. Et d'ailleurs, ses yeux sont cette couleur de brouillard gris, comme ça. Et il y a toujours une sorte de flou dans sa manière de parler. L'autre jour, je regardais un documentaire sur le palace que j'avais jamais vu, où elle parlait. Et à chaque fois que je la vois en image, ça m'émeut toujours parce que je me dis, et là, elle parlait, elle était très étrange, sa manière de s'exprimer, la voix, l'endroit où elle avait placé sa voix. Et je découvre toujours des femmes nouvelles. Et quand j'écris sur elle, le passage que je préfère de mon livre, c'est le passage où on marche tous les deux dans les escaliers de Montmartre, et puis je la regarde pas. Et vous savez, comme quand on regarde pas quelqu'un, il y a quelque chose qui est à côté de moi. Je sais plus si c'est une entité, si c'est une femme, si c'est une naine, si c'est un enfant, et c'est cette personne, Eva Ionesco, qui est à côté de moi. Et puis tout à coup, on marche, et puis je me retourne vers elle, je la vois. Et puis comme toujours, quand les gens sont à la limite de votre champ de vision, je crois qu'il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de miroitant et d'étrange chez elle. Et je pense que ce miroitement s'aperçoit dans les objets dont elle a été le sujet, les photos, mais aussi dans mon livre. Et c'est sûr qu'il y a voilà, c'est pour ça que je savais, j'avais pas envie de faire un roman. On a mis roman, les lycéens, là j'ai fait des rencontres avec des lycéens, ils me demandaient pourquoi j'appelais roman un livre qui n'était pas un roman. Bon, en dehors du fait qu'à la rentrée littéraire, tous les livres s'appellent romans, parce que de toute façon, il vaut mieux que ça soit dans la case roman, sinon les libraires savent pas où les mettre. Ça, c'est une bonne raison, mais on va dire c'est la transparence du produit, pour employer les termes marxistes. Mais la réalité aussi, c'est dans le cas d'Eva, c'est que c'est un personnage de fiction. C'est un personnage de fiction, Eva Ionesco. C'est un personnage qui a été mis dans la dimension de la fiction très jeune et qui appartient et moi, je fais de moins en moins de différence entre la réalité et la littérature. Et donc, finalement, quand on se rencontre avec Eva, elle est porteuse de tradition, en effet, comme je le disais tout à l'heure. Elle est porteuse aussi d'une culture qui a été celle qu'elle a appris comme ça, au hasard des rencontres, depuis l'âge de 6 ans. Hein. Elle n'a jamais vraiment ce qu'elle a appris à l'école. Eva, il y a des gens qui ont été formés par la scolarité. Elle quittait l'école en 6e parce qu'elle ne pouvait pas continuer à y aller à cause de ses tenues. Donc voilà, donc elle s'est formée. Et donc voilà, c'est un personnage à la fois littéraire, très épris de littérature, qui aime vraiment la littérature. On s'est rencontrés parce qu'elle aimait le premier livre, elle l'aimait vraiment. Elle l'aimait pas du tout comme quelqu'un qui s'est reconnu. C'était pas la minette, la personne qui dit « Ah tiens, mais il parle de moi, tiens, je vais le rencontrer ». C'est pas du tout comme ça, sinon ça se passe mal en général. Mais là, non, elle était l'évocation politique de sa personne. Elle avait entendu l'écho, et c'est pour ça qu'elle est venue vers moi. Donc c'est pour ça que ça a marché d'ailleurs, sinon ça n'aurait pas marché.